Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 4e édition de l'heure H des pharmaciens qui sera consacrée, cette fois-ci, à un sujet très actuel et qui nous concerne tous évidemment, le numérique en santé dans notre environnement de pharmaciens hospitaliers. Alors nous allons aborder au cours de cette webconférence de nombreux aspects de cet espace numérique et nous allons aussi répondre aux questions que vous nous posez régulièrement ou que vous nous avez posées à l'occasion de la préparation de cette webconférence. On prendra également un tout petit peu de temps à la fin de cette heure H des pharmaciens pour répondre à vos questions posées en direct. Donc n'hésitez pas, posez vos questions. Alors vous allez nous voir effectivement sans masque, mais sachez qu'on respecte les distances de sécurité et que nous respectons toutes les mesures sanitaires, évidemment. Je suis Patrick Rambourg, président de la section H de l'Ordre national des pharmaciens et je vais laisser le soin aux participants à cette table ronde de se présenter eux-mêmes et on va commencer par Virginie, bien sûr. Merci Patrick. Bonjour à tous, je suis Virginie Roland, je suis chef de projet sur le dossier pharmaceutique au sein de la direction des technologies en santé de l'Ordre. Je m'occupe principalement de déployer l'EDP en établissement de santé et d'accompagner les utilisateurs, les pharmaciens, les médecins, les DSI et même les bureaux des entrées. Et je suis également mobilisée sur les projets numériques de l'Ordre en lien avec l'hôpital. Très bien, on travaille effectivement, la section H travaille effectivement beaucoup avec la DTS. Bertrand. Bonjour à tous, Bertrand Carbonnier, je suis pharmacien hospitalier. J'exerce la gérance de pharmacie à usage intérieur depuis 2015 dans un MCO privé de région parisienne actuellement. Et je suis également élu au Conseil de l'Ordre depuis 2019. Très bien, merci. Alors maintenant, on a un Patrick ne suffisait pas, on en a deux sur le plateau. Donc Patrick Mazot. Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Mazot, je suis praticien hospitalier au CHU de Lille, élu du Conseil central H et chargé de mission santé numérique auprès du Conseil national. Cette mission consiste à veiller aux orientations de la politique du numérique en santé pour l'exercice professionnel des pharmaciens, ainsi qu'à représenter l'ordre auprès des autorités de santé chargées du numérique et à collaborer avec les sections, dont la section H mais aussi toutes les autres, sur l'ensemble de ces sujets et apporter une expertise métier à la direction des technologies en santé de l'Ordre citée par Virginie. Tout ceci fait partie d'un plan dont va vous parler Patrick et dont je veille à l'avancement en relation avec notre direction des technologies en santé. Merci Patrick. Si nous avons décidé de consacrer notre heure H des pharmaciens à ce sujet numérique en santé, c'est que le virage du numérique, et vous le constatez tous actuellement, s'accentue. Alors s'accentue à la fois dans notre quotidien, mais également dans notre vie professionnelle, où son utilisation doit notamment nous permettre de sécuriser les échanges, tout en les facilitant, mais aussi en maintenant cette sécurité, bien sûr. Le numérique, on le sait très bien, n'est pas une fin en soi, mais il est difficile de concevoir aujourd'hui une organisation sans faire appel à ces outils numériques qui nous sont proposés. Alors, nous devons participer à leur développement et même être proactifs. C'est d'ailleurs ce que l'Ordre des pharmaciens a fait depuis 13 ans avec le dossier pharmaceutique. La preuve en est. Le plan Ma Santé 2022 s'appuie en grande partie sur le développement du numérique et va prendre en compte les orientations que je vous rappelle là sur la diapositive, renforcer la gouvernance numérique en santé, intensifier la sécurité et l'interopérabilité, accélérer le déploiement des services numériques socles, déployer au niveau national des plateformes numériques en santé et soutenir l'innovation et favoriser l'engagement des acteurs. Patrick Mazot, d'ailleurs, dans un instant, va nous parler des ressources mises à disposition dans le cadre de ce plan pour permettre aux acteurs publics et privés de multiplier les initiatives et les développements. Alors, au cours des 2 années précédentes, la loi a consacré un certain nombre d'initiatives numériques. La e-prescription, le télésoin, la plateforme des données de santé, l'ouverture automatique du DMP et bien sûr le dossier pharmaceutique dans les établissements de santé. Plus récemment, le volet numérique du Ségur de la santé a été lancé avec l'annonce le 22 juillet de 2 milliards d'euros, je dis bien 2 milliards d'euros, aux professionnels de santé et aux éditeurs de logiciels, dont 1,4 milliard alloués aux établissements de santé, aux établissements de santé, et
et 600 millions, pardon, je ne sais plus compter, 600 millions pour les établissements médico-sociaux. Alors, les modalités de cet investissement historique, à savoir le financement à l'équipement et le financement pour atteindre les cibles d'usage, ont été rendues publiques tout dernièrement, comme vous l'avez pu le voir. L'objectif de cette démarche est bien de généraliser sur tout le territoire le partage sécurisé des données entre professionnels et patients, grâce à une harmonisation, une optimisation des outils numériques utilisés aujourd'hui par ceux-ci. On améliorera ainsi les parcours de soins et la prise en charge de nos patients. Est-ce que Patrick, maintenant tu peux nous parler de cette feuille numérique en santé, de l'édifice numérique de santé que je viens d'un peu d'évoquer? Tout à fait. En fait, cette feuille de route, décidée par le ministre en 2019, a pour objectif de construire un édifice du numérique en santé cohérent. Tout d'abord, la nouveauté, c'est qu'il existe un espace numérique de santé du patient, qui est prévu donc pour 2022, qui s'appellera Mon Espace Santé. Il comportera notamment un catalogue d'applications référencées, accessibles directement aux patients, dont la future application grand public Dossier Pharma, conçue pour permettre aux patients d'accéder au contenu de son dossier pharmaceutique, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Le deuxième espace de cette maison du numérique, c'est le bouquet de services à destination des professionnels de santé, exerçant en établissement ou en libéral. Ces services seront interopérables avec des services socles tels que le dossier médical partagé, la messagerie sécurisée de santé ou la prescription électronique. Enfin, une troisième plateforme numérique, le Health Data Hub, en cours de constitution, héberge les données de santé pour favoriser les études, la recherche et des initiatives telles que l'intelligence artificielle. Dans ce monde numérique en perpétuel mouvement, où de nouvelles technologies apparaissent à fréquence très élevée, et dans ce monde de la santé donc soumis à de très fortes pressions, il est important que l'Ordre des pharmaciens puisse apporter de la visibilité et maîtriser son propre agenda. C'est ce qu'a souhaité notre présidente et ce que nous avons donc mis en œuvre sous la forme du plan 2022 qui prend en compte 4 faits marquants. Tout d'abord, un livre vert rédigé par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens qui s'appelait « Ma pharmacie connectée », paru fin 2018. Le volet numérique du programme Ma Santé 2022 dont nous parlons, il est proposé par le ministère de la Santé. Et enfin, la crise Covid-19 et le Ségur de la santé qui en a découlé sont venus accélérer le mouvement. Et on conclura par le fait qu'un rapport public annuel de la Cour des comptes publié en 2020 a consacré un chapitre au dossier pharmaceutique et émis 7 recommandations concernant ce dossier. Donc sur les 30 chantiers numériques du plan Ma Santé 2022, l'Ordre se concentre sur 15 d'entre eux. Il serait trop long de les énumérer ici, mais vous pouvez identifier sur la diapositive qui est présentée les endroits où le dossier pharmaceutique a un impact. Il a une place importante sur la formation, le télésoin, la e-prescription. Et également, l'Ordre est actif sur tous les éléments surlignés en vert, dont l'identification des professionnels, l'identification des patients. Donc, l'Ordre des pharmaciens est très en prise avec cette feuille de route du numérique. Merci Patrick pour cet exposé. Nous allons maintenant consacrer un petit peu de temps, et même pas mal de temps de cette webconférence au dossier pharmaceutique. Mais avant, je voudrais déjà vous proposer un témoignage de notre collègue de l'Institut Paoli Palmette à Marseille, Mélanie Garcia, qui nous parle de l'utilisation de son DPI. Mélanie Garcia, pharmacien en charge de la pharmacie clinique à l'Institut Paoli Palmette, qui est le centre de lutte contre le cancer de Marseille. Du côté de la pharmacie, on réalise plus de 70 000 préparations de chimiothérapie par an, plus de 4 200 rétrocessions et en moyenne 1000 demandes de pharmacie clinique sont réalisées chaque année. Nous utilisons le dossier pharmaceutique dans le cadre de la pharmacie clinique depuis 2017 à l'IPC.
pratique, le dossier pharmaceutique, c'est un logiciel qui permet de lire la carte vitale du patient, ce qui permet de sécuriser sa prise en charge en ville. À l'IPC, on l'utilise dans 3 cas de figure. Dans un premier temps, lors des rétrocessions, on alimente le dossier pharmaceutique du patient de toutes nos dispensations. Il faut savoir que les patients sous thérapie orale sont des patients avec des grands risques d'interaction et le dossier pharmaceutique permet de regrouper tous les médicaments qui sont dispensés en ville et à l'hôpital. On utilise aussi le dossier pharmaceutique à l'IPC dans le cadre des patients suivis par thérapie orale à domicile. Un service a été créé d'ailleurs à l'IPC qui s'appelle le service hors les murs et qui regroupe l'essentiel de notre activité de pharmacie clinique avec plus de 700 patients pris en charge chaque année. Il faut savoir que les thérapies orales et les thérapies ciblées sont de plus en plus utilisées et ce sont des médicaments souvent à marge thérapeutique étroite avec un haut potentiel d'interaction médicamenteuse. Souvent les patients atteints de cancer ont aussi d'autres pathologies et sont suivis par d'autres professionnels de santé. Donc notre rôle est de concilier tous ces traitements et de vérifier qu'il n'y ait pas d'interaction médicamenteuse entre les nouveaux mis en place et les traitements habituels du patient. Enfin, on réalise aussi des consultations pharmaceutiques pour nos patients allogreffés, donc en moyenne une centaine par an, pour lesquels le dossier pharmaceutique nous aide aussi à recueillir tous les traitements afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'interaction entre leurs traitements habituels et les traitements qu'ils vont recevoir pour leur greffe ou encore leur conditionnement. Le dossier pharmaceutique facilite la prise en charge du patient, notamment lors de la conciliation médicamenteuse. En effet, les patients banalisent souvent leur traitement et oublient d'en citer plusieurs. Le fait d'avoir le dossier pharmaceutique sous les yeux, ça nous permet d'en discuter en direct avec eux lors des consultations et d'éviter de les rappeler dans un deuxième temps et de nous faire perdre du temps. C'est un outil qui contribue à faciliter la prise en charge du patient, que ce soit à l'hôpital ou à la ville. Un grand merci très chaleureux à Mélanie Garcia pour ce témoignage. Avant de donner la parole à Virginie qui va nous présenter le dossier pharmaceutique, je voudrais vous rappeler effectivement tout le travail que la section H, l'ordre, a mené avec les parlementaires. Nous avons été moteurs effectivement pour permettre au DP de prendre toute la place qu'il mérite dans nos établissements et pour mieux prendre en charge les patients que nous accueillons. Le Code de la santé publique stipule maintenant, et je relis, que les pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur consultent et alimentent ce dossier lorsque les systèmes d'information de santé le permettent. Donc on reparlera effectivement de le permettre. Il est important que nos systèmes d'information effectivement évoluent et donc on parlera tout à l'heure du connecteur avec Virginie. Virginie, je vous laisse la parole. Vous présentez le DP en quelques diapos. Merci beaucoup. Alors très rapidement, pour rappel, le dossier pharmaceutique est un dossier de santé patient qui contient un historique de dispensation de tous les médicaments, qu'ils soient remboursés ou non, prescrits ou non, sur les 4 derniers mois et sur 21 ans pour les vaccins. Ce dossier est accessible aux pharmaciens d'officine. Toutes les pharmacies de France aujourd'hui sont connectées au DP. Il est également accessible en établissement de santé, aux pharmaciens de PUI et aux médecins. Le DP patient est un outil professionnel au bénéfice des patients. Il est utilisé en établissement de santé principalement pour la conciliation médicamenteuse et en rétrocession, puisqu'il permet de détecter les risques d'interaction médicamenteuse, d'éviter les traitements redondants. Il contribue bien entendu au bon usage du médicament, la traçabilité de ces médicaments. Il renforce aussi le lien entre la ville et l'hôpital. Et avec un historique de 21 ans pour les vaccins, il permet aussi d'améliorer la couverture vaccinale. Ensuite, concrètement, un établissement qui souhaite mettre en œuvre le dossier pharmaceutique doit tout d'abord signer une convention avec l'ordre. Cette convention comprend l'accès aux données du DP et une licence du logiciel FAST, un outil qui permet d'accéder aux données. L'accès est facturé sous forme d'un abonnement annuel et il dépend de la taille de l'établissement, au nombre de lits et places. L'établissement ensuite choisit s'il veut un accès que pharmacien ou un accès pharmacien et médecin. Ensuite, techniquement, pour accéder au DP, il y a 2 possibilités. Donc, il y a d'abord l'accès SIH qu'on appelle. Donc, là, le DP est intégré dans les logiciels métiers. Si ce n'est pas le cas, il y a l'accès FAST. Donc, c'est un logiciel que l'ordre a créé spécifiquement pour les établissements de santé pour leur permettre d'accéder aux données dans l'attente d'une intégration dans les logiciels.
Peu importe en tout cas les accès, l'établissement pourra se connecter avec une carte CPS ou un certificat logiciel de personne physique. Donc là, c'est pour remplacer la carte CPS, on est sur plus un mot de passe. L'établissement pourra également enregistrer les cartes vitales à l'entrée des patients pour permettre ensuite aux pharmaciens et aux médecins d'accéder à leur DP sans avoir leur carte vitale avec eux. Pour rappel, également, je précise que le pharmacien peut consulter, alimenter, créer et supprimer des DP. Le médecin peut consulter uniquement. Pour toutes les démarches, en tout cas, on accompagne donc les établissements de santé, la direction des technologies en santé. Il y a également un centre de support métiers et techniques mis à disposition et de la documentation nécessaire pour la mise en œuvre. Merci beaucoup. Je précise que ces diapositives, effectivement, sont enregistrées et que si vous voulez avoir accès à vos informations et aux différents numéros de téléphone, évidemment, vous pouvez à nouveau regarder cette web conférence. Vous pouvez aussi, je vous rappelle, poser vos questions en live, n'hésitez pas. Donc nous sommes là aussi pour cela, ça commence effectivement à arriver. Alors à propos du DP, justement, j'ai relevé une question sur l'utilisation du DP pour les PUI des services d'incendie et de secours et plus généralement pour les interventions en préhospitalier. Alors tout d'abord, il convient de rappeler que l'obligation créée par la loi ASAP, là, dont on a parlé effectivement, de renseigner le DP, s'applique à toutes les PUI. Et donc pour tous les patients, et les PUI des services d'incendie et de secours sont également concernés. Alors il faut cependant noter que les activités de pharmacie clinique concernant les patients pris en charge en préhospitalier ne peuvent faire qu'à posteriori de l'administration des médicaments aux patients. Néanmoins, avoir accès aux données du DP patient est un élément capital pour le pharmacien, tant pour l'évaluation du bon usage du médicament, sécurisation, pertinence, efficience du recours aux produits de santé, que dans le cadre de la réalisation d'une conciliation d'entrée, par exemple. Alors certains des écueils techniques restent encore présents, malheureusement. La carte vitale, là, ne peut pas être demandée aux patients pris en charge par les sapeurs-pompiers, et on voit bien pourquoi. Cependant, le volet DP alerte, DP rupture également, pour ces volets-là, des contacts sont en cours avec l'éditeur de logiciels qui équipe 80% des PUI de services d'incendie de secours à l'heure actuelle, de façon à pouvoir intégrer donc tous ces outils dans le système d'information de ces dites PUI. Donc voilà un petit point sur les services d'incendie et de secours. On a fait ce point également sur le médicament, mais le DP ne concerne pas uniquement le médicament et il va bientôt concerner également le dispositif médical et notamment le dispositif médical implantable. Mon cher Bertrand, si tu veux... Effectivement, actuellement, donc, on a un outil, le dossier pharmaceutique, qui permet l'enregistrement, la consultation au sein d'un établissement de santé par le médecin, le pharmacien, de l'historique des dispensations en médicaments que le patient a eu en officine ou à l'hôpital en amont de son hospitalisation. L'idée est d'étendre ce dispositif aux implants. Un dossier qui sera utile au patient tout au long de son parcours de soins à différents moments de sa vie dans différents établissements de santé. Un exemple concret, un patient qui aurait reçu une prothèse ou un défibrillateur à un certain moment, demain, le praticien qui le prend en charge va pouvoir avoir accès au DP-DMI et savoir si ce défibrillateur, si cet implant est compatible ou non, par exemple, avec un examen d'imagerie médicale. On a également, au niveau national, une utilité en cas d'alerte sanitaire. Cela permet de contacter spécifiquement les patients concernés par le dispositif qui aurait eu cette alerte. Il faut savoir que cette extension du dossier pharmaceutique aux implants s'inscrit dans une obligation qu'ont actuellement les établissements de santé de développer un outil de traçabilité sanitaire pour les implants. Il faut rappeler également que l'ensemble des données qui seront dans ce dossier pharmaceutique implant est sous la responsabilité, bien évidemment, du praticien implanteur et de ses équipes. Le Conseil de l'Ordre souhaite également que il y ait la traçabilité des retraits d'implants soit également figure également dans ce dossier. Oui, très, très bien, merci Bertrand. Oui, on a effectivement un groupe de travail au sein de l'Ordre
qui a beaucoup œuvré dans ce domaine, qui est en contact aussi avec d'autres associations telles que Eurofarmat, hein, n'est-ce pas Patrick? Bien sûr. Et donc on travaille beaucoup et on va retravailler aussi avec le ministère de la Santé sur ce sujet pour avoir un décret, puisqu'il devrait y avoir un décret à paraître, qui soit conforme à nos souhaits en tout cas. Alors, à côté du DP patient, j'en reprends un peu mes esprits, à côté du DP patient, une autre utilisation du DP, Patrick, DP rupture, DP alerte, DP rupture déjà peut-être, en premier lieu. En effet, il faut savoir que l'Ordre des pharmaciens joue un grand rôle sur les ruptures, puisque en réponse au décret du 26 septembre 2012 relatif aux ruptures d'approvisionnement de médicaments, la Direction des technologies en santé de l'Ordre national pharmacien a développé une plateforme de télédéclaration des ruptures en collaboration avec les sections concernées, notamment la section B, celle des industriels et exploitants. Cette plateforme donc comprend les ruptures anticipées par les exploitants, ils peuvent les télédéclarer dedans, et les ruptures constatées par les pharmaciens dispensateurs, pharmaciens d'officine et pharmaciens hospitaliers. On voit donc qu'il y a plusieurs flux qui se croisent et qui peuvent être interrogeables à la fois par les dispensateurs, par l'ordre, mais également par les autorités qui peuvent s'intéresser à ces ruptures, puisque régulièrement nous sommes interrogés par les autorités en santé sur les ruptures en cours. Donc cette alimentation a été automatisée dans le cadre de l'officine, et actuellement la section H travaille en relation avec la direction des technologies en santé pour favoriser son automatisation à l'hôpital également. Deux autres services reconnus pour leur qualité, leur robustesse et leur performance par les autorités et également par les exploitants sont le DP alerte et le DP donc rappel de l'eau, puisqu'en fait ils sont directement connectés avec les postes de travail des utilisateurs du DP. Leur nombre a considérablement augmenté durant la crise Covid, donc le taux de service a encore été amélioré par rapport aux besoins. Il faut savoir que l'Ordre met donc toute la puissance que représente une plateforme représentant le DP pour relier tous les pharmaciens au service de la sécurité des patients. Parfait, merci beaucoup Patrick. Je voudrais vous signaler aussi, et vous l'avez peut-être constaté, pour ceux qui sont assidus sur les rapports parlementaires, en tout cas il y a un récent rapport parlementaire qui signale le DP et qui précise que le DP est un excellent outil et un outil central pour la gestion des ruptures, dans la gestion des informations liées aux ruptures des produits de santé. Donc ça, c'est aussi à remarquer, et nous l'avons remarqué effectivement. Quelques éléments chiffrés sur l'implantation du DP à l'hôpital à l'heure actuelle. Hein. On voit que on travaille surtout avec un mode fast aujourd'hui. Oui. Ça ne facilite pas forcément le travail des pharmaciens hospitaliers, mais bon, on en est où exactement là? Malgré tout, le DP patient existe en établissement de santé depuis 2013 et depuis, un peu plus de 530 établissements ont souhaité s'abonner donc, au dossier pharmaceutique. Ils sont situés donc, sur toute la France, en métropole et en outre-mer. Il y a aussi de toute taille, en passant de l'EHPAD au CHU. Des activités diverses aussi, on a du MCO, de la psychiatrie, de l'HAD, sur le secteur public comme le privé. Nous avons également des groupes d'établissements qui se sont abonnés au DP, des GHT ou des groupements de cliniques privées. À la suite de nombreuses demandes, la direction des technologies en santé ont pu mettre en place une offre dédiée à ces groupes-là. On retrouve en fait le DP un peu partout. Concernant le service DP Rupture, il est déployé dans les établissements de santé depuis janvier 2020. Et depuis, il y a à peu près 1200 pharmaciens qui ont demandé à avoir un compte, qui exercent au sein de 800 établissements de santé. Cet accès leur permet de pouvoir consulter les ruptures de médicaments. Là, on peut voir qu'ils ont fait un petit peu plus de 1300 consultations, mais également des déclarations de rupture via le système. Et 500 pharmaciens ont déjà déclaré leur rupture. En parallèle, la section H a lancé un groupe de travail avec des pharmaciens de PUI pour justement mettre en place un service DP rupture, mais en mode intégré comme il se fait en officine.
Super, merci beaucoup de toutes ces informations. Je vous invite vraiment à remplir le formulaire et à demander votre connexion. Elle est gratuite, pour une fois. Oui. Elle est gratuite, donc connexion au DP Rupture. J'ai d'ailleurs une question là qui m'est arrivée, c'est existe-t-il des prix groupes pour les groupements d'établissements? Tout à fait, oui, il y a des offres dédiées. Oui. D'accord. Donc, et comment on fait alors? On s'adresse à vous? À la direction des technologies en santé. Ensuite, il y a deux offres. Une offre centralisée où on part sur un forfait pour l'ensemble des établissements du groupe, ou une commande référencée où là, chaque établissement peut s'abonner s'il le souhaite au sein du groupe et bénéficier aussi de tarifs préférentiels. Parfait. Alors, comme vous le voyez, au sein de la section H et au sein de la grande maison de l'Ordre national des pharmaciens, on met vraiment tout en œuvre pour promouvoir le dossier pharmaceutique et y compris dans les établissements de santé. Est-ce que, Bertrand, tu peux nous citer justement les actions que nous mettons en œuvre aujourd'hui? Comme vous pouvez le voir sur la diapositive, il y a différentes actions mises en œuvre pour promouvoir le dossier pharmaceutique engagé au niveau de l'ordre. La première, c'est l'offre d'essai au dossier pharmaceutique qui se finit en novembre prochain avec le mode d'accès actuellement qui est FAST. On a également l'inscription gratuite au DP Rupture. Virginie vient d'en parler, avec qui connaît un franc succès. On a plus de 1200 demandes à l'heure actuelle. Et enfin, on a constitué depuis début 2021 nos réseaux d'ambassadeurs qui peuvent être sollicités par les établissements de santé qui souhaitent développer le dossier pharmaceutique. Ils peuvent nous demander et on peut les accompagner sur ce projet. Oui, alors ce réseau d'ambassadeurs, je précise, est en cours de constitution. Ne vous précipitez pas, c'est une idée nouvelle et donc nous sommes en train de contacter les collègues. Patrick Mazot est chargé plus particulièrement de cet aspect-là. Avant de passer à quelques questions recueillies sur le DP, là, il y en a quelques-unes qui sont arrivées, je voudrais vous proposer une autre vidéo courte également, mais cette fois avec 2 témoignages qui nous parviennent là du centre hospitalier de Saint-Marcellin dans l'Isère. Voilà. Je suis le docteur Rebaille, je suis responsable du service des urgences au centre hospitalier de Saint-Marcellin. Je m'appelle Amandine Grin, je suis pharmacien hospitalier au centre hospitalier de Saint-Marcellin, un établissement de petite taille avec 28 lits de médecine, 50 lits de SSR, des urgences, des consultations spécialisées, des lits d'EHPAD ainsi que du handicap. Le dossier pharmaceutique est utilisé sur le centre hospitalier depuis 2013, mais à la pharmacie en routine depuis 2018. Le dossier pharmaceutique, comment ça marche? Il suffit d'avoir un lecteur de carte vitale, un lecteur de carte professionnelle de santé. En quelques secondes, cela nous permet d'accéder aux données pharmaceutiques du patient et de pouvoir, si besoin, sauvegarder ces données sur le dossier ou d'imprimer les traitements que le patient prend. Je recommande ce dossier pharmaceutique et je milite pour qu'il soit déployé dans tous les services d'urgence. Nous recevons une population très souvent avec des pathologies assez lourdes et cela nous permet de pouvoir à ce moment-là faire le tri dans les traitements et de les soigner de la meilleure des façons. En pratique, le dossier pharmaceutique est utilisé à la fois en consultation mais aussi en alimentation. En alimentation, nous alimentons environ 30 dossiers par mois dans le cadre de la rétrocession. Pour la consultation, ça correspond à peu près à une activité de 300 consultations mensuelles et ça vient alimenter à la fois l'analyse pharmaceutique mais aussi la conciliation médicamenteuse. Le dossier pharmaceutique est un outil qui nous semble indispensable au service des urgences car il nous permet d'accéder au traitement habituel des patients qui se présentent aux urgences pour des pathologies notamment chroniques avec des listes de médicaments assez longues et qui nous permettent de faire un petit peu le tri dans le traitement qu'ils prennent, de voir l'observance des traitements et également de ne pas mélanger les traitements qu'ils ont habituellement avec les traitements qu'on peut leur administrer
que ce soit pendant leur séjour aux urgences ou suite à leur sortie du service des urgences. Le dossier pharmaceutique est très utile dans la sécurisation des prises en charge, notamment parce qu'il permet une meilleure connaissance des traitements des patients, à la fois en termes d'observance, mais aussi d'historique médicamenteux, notamment sur les antibiotiques. Il peut même contribuer au choix thérapeutique. Le dossier pharmaceutique, avant tout, sécurise en limitant les erreurs médicamenteuses, à la fois en termes d'omission, mais aussi des erreurs de dosage. Un grand merci à notre collègue urgentiste Fouzi Chafik Rebaï et notre consoeur Amandine Grain de Saint-Marcelin, autrement connue aussi pour son excellent fromage d'ailleurs. Alors, voici maintenant quelques questions écrites de nos collègues. Je suis pharmacien dans un hôpital et je voudrais avoir l'EDP, notamment pour m'aider dans les conciliations à l'entrée des patients. Comment faire? Monsieur Mazot, s'il te plaît. Je conseille d'agir en 3 temps. Super. Le premier temps, c'est d'abord cerner le besoin d'intervention pharmaceutique, pour lequel le dossier pharmaceutique sera utilisé, et construire ce projet pharmaceutique en équipe, avec les pharmaciens et les médecins concernés. Ensuite, il faut porter le projet au sein de la politique de sécurisation de la prise en charge médicamenteuse des patients de l'établissement. Il faut faire preuve de pédagogie auprès de la CME notamment, car bien souvent, si le DMP est un peu connu dans l'établissement, le DP souvent pas du tout. Pour cela, il ne faut pas hésiter à demander à l'ordre les dernières études, travaux et thèses traitant du sujet dans le cadre du centre de ressources pédagogiques du dossier pharmaceutique que nous sommes en train de créer à l'intention des ambassadeurs. Enfin, comme l'a souligné Virginie tout à l'heure, il faut se procurer la convention d'abonnement et la documentation technique qui vont permettre à la direction de l'établissement de préparer le marché d'exécution et faire les paramétrages nécessaires au sein du SIH. Les questions arrivent là. Au-delà de la conciliation médicamenteuse, en quoi le DP peut être utile aux activités de pharmacie clinique, Bertrand? Je pensais que les questions difficiles étaient réservées à Patrick Mazot sur ce Non. plateau, mais bon, je vais essayer d'y répondre. Au-delà de la conciliation, on a intérêt sur le dossier pharmaceutique, par exemple, au niveau de l'analyse des prescriptions médicamenteuses, puisqu'il peut détecter des iatrogénies. Également, on peut voir des évolutions de stratégie thérapeutique pour le patient. Le dossier pharmaceutique, il peut être également utilisé lors des consultations pharmaceutiques dans les unités de soins, lors des consultations de sortie. Et le dossier pharmaceutique a un rôle essentiel dans le lien ville-hôpital, puisque un patient hospitalisé peut après revenir à l'hôpital en ambulatoire, avoir une consultation avec un praticien, bénéficier d'une rétrocession hospitalière, et puis après il va être pris en charge en ville. Et l'ensemble des informations des dispensations de médicaments qu'il a eu à l'hôpital ou en rétrocession va pouvoir être accessible au pharmacien d'officine qui va pouvoir agir de façon globale et coordonnée pour une meilleure prise en charge du patient avec le médecin traitant, l'infirmière qui passe au domicile du patient pour une prise en charge en ville complète. D'accord, on voit que le DP est effectivement très utile. Alors, parmi les questions qu'on a, c'est... bonjour Monsieur Rambourg. Virginie peut-elle nous parler du connecteur DP disponible pour les éditeurs de logiciels? Comment faire pour s'y connecter? Et je le dis, merci pour la qualité informatique de votre webconférence. Ça fait plaisir. Virginie, connecteur. Justement, on en parlait. Le connecteur, donc la section H et la direction des technologies en santé ont travaillé cette année pour la mise en œuvre de ce connecteur. Il a pour objectif de faciliter l'intégration du DP dans les logiciels SIH. Il s'appuie également sur les socles d'interopérabilité du programme Ma Santé 2022. Et donc, on met à disposition avec ce connecteur 2 versions pour les éditeurs et les DSI aussi d'établissements. La première, c'est la version API, qui est intégrable donc, dans les logiciels. Cette version permet de consulter, alimenter et enregistrer les cartes vitales. La deuxième, c'est une version IHM, donc là, c'est une interface web. Elle peut être intégrée dans les logiciels ou fonctionner toute seule. Là, cette version permet la consultation et l'enregistrement des cartes vitales. Les prochaines étapes, le connecteur sera délivré à la fin de ce mois et sera présenté ensuite à l'ensemble des éditeurs lors du comité éditeur annuel de l'Ordre qui est prévu là, cette année, le 19 octobre. Et à la suite de ça, l'Ordre a le souhait de
de lancer en fait des phases pilotes avec des volontaires éditeurs et établissements de santé, voilà, pour développer une solution qui soit au plus proche des besoins du terrain. Merci Virginie. Donc appel aux éditeurs de logiciels hospitaliers. Venez nombreux effectivement le 19 octobre à notre comité SIH. Nous serons tous là présents et on va pouvoir travailler ensemble. C'est indispensable. C'est indispensable. Dépasser effectivement le mode fast aujourd'hui est indispensable pour nous. Je voulais d'ailleurs, à ce propos, remercier beaucoup la DTS et l'ensemble de la Direction des technologies en santé de l'Ordre pour le travail qu'elle effectue, avec l'Ordre bien sûr, mais en particulier avec la section H, puisque là, c'est plutôt nous qui sommes concernés, n'est-ce pas, mon cher Patrick? Bien sûr. D'ailleurs, c'était une recommandation de la Cour des comptes de faire ce développement. Oui, tout à fait. D'ailleurs, tiens Patrick, décret du 4 août 2021 qui ne t'a pas échappé, relatif à la mise en œuvre de l'espace numérique de santé. Alors, il précise que cet espace numérique de santé se compose d'un certain nombre d'éléments. En le regardant, moi, je n'ai pas vu marqué DP dedans. Alors, c'est parce que cet arrêté du 4 août avait une première vocation. C'est annoncer donc l'arrivée de Mon Espace Santé à partir de janvier 2022. Il avait également un autre aspect, c'est la clôture de la possibilité par les patients d'ouvrir eux-mêmes leur DMP. C'est-à-dire qu'on est dans une phase de 6 mois pendant lesquels il ne pourra plus y avoir d'ouverture de DMP jusqu'à l'arrivée de Mon Espace Santé. Effectivement, la question du dossier pharmaceutique se pose. Nous la posons, nous l'avons posée d'ailleurs depuis très longtemps à la délégation numérique en santé avec laquelle nous travaillons. Et en fait, dans l'immédiat, ce n'est pas le dossier pharmaceutique lui-même qui sera disponible, mais nous travaillons justement au fait que l'application de dossier pharma, qui a été développée par les services de l'ordre, en étroite collaboration justement avec la délégation numérique en santé, puisse en faire partie. Donc dès que les travaux de mise au point seront terminés, cette application sera activable par l'identifiant national de santé du patient, parce que c'était identifiant national de santé qui sera la clé d'accès à Mon Espace Santé. Donc il devra être renseigné avec le concours de son pharmacien par le patient, et c'est l'étape préalable à l'accès à Mon Espace Santé. Ça tombe bien, on avait préparé une diapositive sur DP Pharma. Virginie. Oui, la DTS et les sections officines de l'Ordre ont travaillé donc, sur la mise en œuvre d'une application mobile qu'on appelle Dossier Pharma. Donc ça a commencé en 2020 avec le développement d'un prototype, suivi cette année du développement, là, cette fois de l'application, avec comme objectif de la lancer en 2022 et d'être référencée à Mon Espace Santé en même temps. Donc cette application va permettre aux patients d'accéder à leur historique de dispensation sur les 36 derniers mois. Et ensuite, l'Ordre a le souhait de développer de nouvelles fonctionnalités, voilà, de développer en tout cas l'application avec les citoyens français pour vraiment se coller aux souhaits et aux besoins du patient. Ce sera une application créée pour le patient, par le patient. Bon, ben c'est super. Alors, moi, j'attends effectivement avec impatience 2022 pour cette application. Alors, j'ai deux questions là. Quid du DP vis-à-vis du DMP? Ah, c'est une bonne question, ça, monsieur Patrick Mazot, référent de l'Ordre. C'est une question qui se pose depuis l'existence du DP et du DMP. Elle est traduite dans la loi par des termes très simples. Les données du DP ont vocation à alimenter le DMP. Donc c'est un sujet sur lequel nous sommes toujours en veille. Comme maintenant le DMP n'est plus opéré par l'Agence numérique en santé mais par l'assurance maladie, c'est avec l'assurance maladie que nous nous apprêtons à travailler. La présidente de l'Ordre a reçu un courrier très encourageant de la part de l'assurance maladie à ce sujet. Donc nous sommes prêts à collaborer pour cette intégration, de façon à ce qu'il y ait effectivement pas concurrence, mais complémentarité des deux outils. Ouais, très très bien. Alors, une autre question, même répétée deux fois. Quid, une qui dit à quand une carte CPS pour les PPH, et l'autre qui dit les préparateurs vont-ils bientôt avoir un accès possible au DP? Donc, ça revient à peu près au même, qui se sent effectivement... Pour les préparateurs, ouais.
Les clés d'entrée pour le dossier pharmaceutique, c'est carte CPS et carte vitale. Tant que les préparateurs n'auront pas de carte CPS, malheureusement, on ne peut pas leur donner d'accès au dossier pharmaceutique. D'accord, donc il faut qu'on travaille effectivement sur cela. Là, on vient d'avoir un séminaire justement sur l'avenir de la profession et les préparateurs en font effectivement partie. Et je pense que c'est important effectivement d'en parler plutôt que de travailler avec la carte du pharmacien qui viennent chercher. Je trouve qu'en responsabilité, ils devraient avoir un accès, si le pharmacien leur permet, ce qui est souvent le cas, d'avoir un accès direct. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Patrick ? Il y a une condition sine qua non pour avoir une carte de professionnel de santé, et Virginie va nous le développer, c'est le fait d'être inscrit au RPPS, au répertoire des professionnels de santé. Donc, les infirmiers sont la nouvelle population qui vient d'être inclue dans le RPPS. Maintenant, il y a effectivement un RPPS étendu qui est en cours de création, d'élaboration, ce qu'on appelle le RPPS+, dans lequel, au-delà des professionnels de santé inscrits à des ordres, d'autres professionnels pourraient pouvoir avoir accès. Donc, la question, effectivement, de l'inscription des préparateurs dans ce cadre a déjà été posée par les autorités. Et après, effectivement, la possibilité d'avoir des accès numériques qui permettent d'identifier le préparateur pourra ensuite être traité. Donc, ce sujet n'est pas méconnu, il est en cours d'étude. D'accord, très, très bien pour cette réponse, en tout cas très claire, qui ouvre des ouvertures. Alors, on nous parle aussi des problèmes du DP dans mon établissement, l'intégration dans le DPI, l'intégration dans le logiciel des entrées, l'intégration dans le logiciel de gestion de la pharmacie. Je crois qu'au travers, effectivement, du connecteur, on apporte là une solution un peu globale à la connexion dans le système d'information de l'établissement. Oui, le connecteur peut s'intégrer dans tous les logiciels de professionnels de santé et de même pour les GAMPAM, donc à l'entrée le bureau des entrées, des admissions, des urgences. D'accord. Alors une autre question qui est intéressante, je ne me suis même pas posé ça. Quid des vaccins Covid et grippe ? Ils ne sont pas intégrés dans le DP lors de la vaccination en centre, en hôpital ou en officine ? Non. On ne sait pas pourquoi, pour l'instant. Si, il y a une bonne raison à cela. Ah. C'est que le dossier pharmaceutique est un dossier de dispensation. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'injection, d'administration des vaccins. Donc on n'est pas exactement sur le même champ. Très bien. Les vaccins, pour les vaccins Covid, ils sont enregistrés dans SIVAC par tous les professionnels, c'est obligatoire. Et pour le vaccin de la grippe, il peut être enregistré dans le DMP. C'est la solution la plus évidente qui a été choisie par les pharmaciens. Et pourquoi pas dans le DP, en ce qui concerne le vaccin grippe notamment ? Grippe, Oui. Oui, on enregistre la dispensation. Mais la vaccination elle-même... Pas l'injection, bien sûr. Pas l'injection. D'accord. Très bien. Alors, on va continuer, évidemment. On va aborder différents sujets ayant trait au numérique, qui ont fait l'objet de questions fréquentes, comme on disait. On a des interrogations, il y en avait là, sur les CPS, cartes professionnelles de santé, mais également les CPF, cartes de professionnels en formation, donc pour les internes. Est-ce que Bertrand, tu peux nous rappeler ce qu'est une CPS, à quoi ça sert ? Ça sert. Ça sert, ça c'est sûr. Je vais vous le démontrer. La CPS est la carte d'identité électronique du professionnel de santé qui permet d'attester de son identité et de sa qualification. Il reprend l'identité donc, du professionnel, sa profession, sa spécialisation, son lieu et son mode d'exercice. Et à l'heure de la numérisation, c'est un élément clé dans la sécurisation puisqu'elle va permettre aux professionnels d'entrer sur certaines plateformes numériques avec son identité, d'utiliser sa messagerie sécurisée professionnelle également. Il est donc important de s'en servir, de ne pas perdre son code et surtout de ne pas le donner, puisque c'est vraiment c'est son identité et c'est sa responsabilité. Mais c'est comme une carte bancaire, on ne donne pas son code. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous préciser comment cette carte CPS est générée, Virginie ? Alors, la carte CPS est délivrée déjà gratuitement par l'ANS, l'Agence du numérique en santé. Elle est délivrée donc aux professionnels de santé qui sont enregistrés au RPPS, dont les pharmaciens. Lors de l'inscription donc, au tableau de l'ordre ou suite à des modifications d'inscription, la section H envoie par flux informatique un certain nombre de données concernant donc, le pharmacien au RPPS. Et ça génère automatiquement donc, sa carte CPS.
Celle-ci est ensuite adressée par voie postale avec son code d'activation. Elle a une durée de 3 ans pour des raisons de sécurité. Dorénavant, depuis 2020, les internes sont également concernés puisqu'ils sont enregistrés au RPPS dès l'entrée en première année de l'internat. Cet enregistrement permet donc de leur générer une carte CPF, une carte de professionnel en formation. Et à noter que l'Ordre a procédé à l'enregistrement de l'ensemble des internes depuis le concours de l'internat 2016 et il l'actualise annuellement grâce aux données du concours de l'internat qui lui sont transmises par le CNG. Tout à fait, c'est une convention qu'on a signée avec le Centre national de gestion il y a maintenant 2 ans. Certains collègues, ça m'est peut-être arrivé une fois, ont tendance à égarer leur CPS. Voilà. Alors, heureusement, elle existe maintenant dématérialisée. D'ailleurs, je l'ai téléchargée sur mon smartphone. Est-ce que tu peux nous dire comment faire succinctement, mon cher Patrick? Alors non seulement on peut la perdre, mais la tendance effectivement est à la suppression de ces supports numériques d'identité. On va de plus en plus vers donc, des supports complètement dématérialisés par rapport aux supports matériels classiques. Donc c'est aussi possible pour les pharmaciens maintenant de se constituer sa ICPS. Donc en premier lieu, les consoeurs et les confrères qui veulent faire cette opération, comme tu l'as fait Patrick, doivent vérifier la conformité de leurs données de contact sur le service IPOP, le service de l'Ordre des pharmaciens. C'est un service en ligne qui est accessible sur le site de l'Ordre pour vérifier la conformité des données comme l'adresse mail de contact, le numéro de téléphone portable. Et si ces données sont incorrectes, le pharmacien peut lui-même faire les corrections nécessaires à tout moment et sans intervention préalable de l'Ordre. Et ensuite, donc, par le flux automatique qui a été décrit par Virginie, ça permettra d'alimenter automatiquement le RPPS avec un délai de 48 heures d'actualisation. Ces échanges entre l'Ordre et le RPPS sont toujours soumis à des contrôles permanents de façon à vérifier la cohérence des données. Donc, à partir de ce moment-là, le pharmacien pourra lui-même activer sa ICPS. Donc, si ça ne fonctionne pas, il peut se rapprocher de la section H pour vérifier ce qui n'a pas fonctionné. Et il y a également une cellule de veille au niveau donc, de l'Agence numérique en santé. Il y a un numéro de téléphone, un service support, le 0809 40 00 82, qui peut être appelé. Donc, les usages actuels de la ICPS, la ICPS, c'est celle qui a permis aux pharmaciens d'officine de se connecter au portail SIDEP pour enregistrer les tests antigéniques et les autotests supervisés. C'est celle qui a permis à tous ceux qui procédaient à la vaccination de pouvoir enregistrer la traçabilité vaccinale sur le système SIVAC dont on a parlé tout à l'heure. Dans une version suivante, on ira vers un vrai service de connexion qui s'appellera ProSanté Connect, mais dont on parlera plus tard quand il sera réellement activé. On fera une autre webconférence dans quelques années là-dessus. Pas forcément dans quelques années, dans quelques mois sans doute. Oui. D'accord, très bien. Alors merci d'avoir rappelé effectivement l'existence de ce portail IPOP. Moi je vais en profiter pour rappeler l'obligation, mes chers collègues, que vous avez de renseigner vos modifications de coordonnées. Quand vous changez de statut, quand vous changez d'adresse, vous changez d'établissement, vous êtes gérant, vous ne l'êtes plus, ou vous devenez gérant, c'est à vous, et réglementairement, c'est à vous de le signaler à l'ordre. Ce n'est pas à la direction, c'est à vous de le faire. Donc on compte sur vous parce que s'il y a des informations qui ne sont pas bonnes au niveau de notre fichier de l'ordre, c'est de votre fait et non du fait de votre direction ou de notre propre fait, évidemment. Donc, connectez-vous sur IPOP et modifiez éventuellement vos coordonnées, en tout cas vérifiez qu'elles sont exactes. Messagerie sécurisée entre professionnels de santé. Et depuis quelque temps, on entend parler de messagerie sécurisée patient. Notamment tout dernièrement. Est-ce que tu peux nous en parler, Bertrand? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? La messagerie sécurisée, c'est un outil qui s'est développé depuis plusieurs années. L'idée, c'est d'échanger entre professionnels de santé. On échange des données de santé, donc des données sensibles, qui nécessitent un niveau de sécurité supérieur à une messagerie classique. On est sur des prises en charge patients de plus en plus pluridisciplinaires, avec des patients qui vont en ville, qui retournent à l'hôpital. L'idée, c'est de pouvoir échanger avec l'ensemble des professionnels qui prennent en charge ce patient, le praticien hospitalier, le pharmacien de PUI, le médecin traitant, le pharmacien d'officine, l'infirmière en ville, afin de prendre en charge de façon globale et plus sécurisée le patient. Et avec la messagerie patient, c'est de pouvoir échanger également avec son patient de façon rapide et efficace et sécurisée.
Ouais, non, ça, c'est très bien, je vous invite effectivement. Mais c'est vrai qu'on en parlait tout dernièrement avec Patrick. Le problème, c'est l'annuaire. Alors, l'annuaire est un problème en soi. Donc, nous avons, dans le cadre d'un atelier au niveau du Conseil central H, travaillé justement, on a une fiche de pratique professionnelle sur la mise à jour de l'annuaire et finalement de ses coordonnées, donc dans ce qu'on appelle l'espace de confiance, qui est l'annuaire, donc qui est adossé au RPPS. Donc, nous diffuserons cette fiche de pratique professionnelle, je pense, Patrick, très prochainement. Très prochainement. C'est dans le cadre effectivement des travaux complémentaires sur le référentiel. J'avais une question aussi sur, on a parlé RPPS, on a parlé CPS, et puis on a parlé un peu INS, Identification nationale de santé. Notre identifiant personnel, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Virginie ? Alors oui, l'INS est un projet au cœur de la feuille de route du numérique en santé et l'un des 4 projets priorités du Ségur de la santé. Et depuis le 1er janvier 2021, toute donnée de santé doit obligatoirement être référencée avec l'INS en remplacement des identifiants. L'INS est composé d'un matricule et de 5 traits d'identité et régulièrement donc vérifié pour permettre le partage de l'information médicale en toute sécurité. La publication d'un nouvel arrêté au journal officiel du 8 juin 2021 constitue une étape majeure pour l'accélération du déploiement de l'INS. À l'échelle nationale, aujourd'hui, nous en sommes à 77 éditeurs autorisés par la CNDA, ce qui représente à peu près 104 logiciels, 49 solutions déployées sur le terrain en avril 2021. D'accord. Moi, la question que je me pose à l'heure actuelle, c'est comment on intègre cet INS à l'hôpital, dans les anciens dossiers des patients. Est-ce qu'on va devoir reprendre tout? Comment est-ce que pratiquement ça va se faire? Parce que cet INS est pour moi essentiel dans l'identitovigilance, dans l'échange effectivement d'informations des praticiens qui viennent de plusieurs établissements. Patrick, qu'est-ce que tu nous as dit? L'identifiant national de santé, comme l'a dit Virginie, c'est un des projets prioritaires, c'est même le pilier du projet Ma Santé 2022, puisqu'en fait, il permet à l'ensemble des systèmes de s'assurer qu'on parle du même patient à tout endroit du territoire national. Et quel que soit son mode de prise en charge, en ville, à l'hôpital et dans les transitions ville-hôpital. Alors pour l'établissement de santé, effectivement, tu fais une très bonne remarque, parce que nous avions nos propres identifiants. Donc en fait, comment ça se passe? Il faut repeupler le système avec l'INS. C'est une manœuvre qui est assez particulière, qui nécessite, comme l'a dit Virginie, de se référer à la source originale qui est la CNAM. Et donc pour les établissements de santé, eh bien, il a été proposé un schéma d'intégration avec une possibilité de superposition des 2 identifiants pendant un temps temporaire. C'est une des priorités aujourd'hui des systèmes d'information de GHT. Donc comme le montre la diapositive numéro 15, une recommandation a été élaborée dans le cadre d'Interop Santé pour justement pouvoir faire une extension du système d'identification des patients et pour pouvoir assurer cette transition. Donc il est chaudement recommandé au DSI d'utiliser ce profil IHE pour permettre cette intégration. Alors c'est assez technique, mais en même temps c'est de ça dont va dépendre la qualité d'intégration et de superposition des données. Pour nous, professionnels, il y a un autre rôle, comme tu l'as souligné, c'est l'identitovigilance. Pour pouvoir recueillir les traits d'identité, il y a effectivement un référentiel qui a été mis à jour, également en accompagnement de l'INS. Alors, ça ne sera pas nécessairement plus facile à appliquer que les consignes actuelles, mais on sait que dans les établissements de santé, c'est une habitude finalement de recueillir les traits d'identité. Le plus grand défi sera pour les libéraux. Oui, tout à fait, oui. Alors, identitovigilance, sécurité, moi ça me refait penser à ce que j'ai lu ce matin dans le métro. Attaque des données de l'AP-HP, donc cybersécurité. Comment nous, pharmaciens hospitaliers, on peut réagir? Bien sûr, il y a une action des établissements hospitaliers qui doit se mettre en place, mais nous, est-ce qu'on peut prévoir quelque chose?
Alors, Bertrand. le président de la République l'a rappelé début 2021, le niveau de menace actuellement impose un niveau supérieur de réaction en termes de cybersécurité. On a eu énormément, effectivement, d'établissements de santé qui ont subi des attaques cette année, la PHP pas plus tard qu'aujourd'hui. Et on a eu une campagne de communication au niveau du ministère cet été pour rappeler dans les établissements de santé les bons réflexes en termes d'hygiène numérique. Bon. Concrètement, dans nos pharmacies à usage intérieur, l'objectif est, en cas d'attaque majeure sur nos systèmes d'information, de pouvoir être en capacité d'assurer les fonctions de base que sont l'approvisionnement par les laboratoires des médicaments et dispositifs médicaux, la dispensation aux patients et également la production de poches de cytotoxiques ou la stérilisation. Ces modes dégradés doivent exister, mais doivent également être testés pour qu'on prouve leur viabilité. D'accord, très bien. Alors on a aussi, on me signale que le portail de service en ligne de l'ordre est momentanément indisponible. Vous voyez, on parle d'IPOP, et puis pop, vous ne pouvez pas y accéder. Excusez-nous de cette gêne occasionnée, mais il va être bientôt, je dirais, disponible. Sérialisation aussi, on a une petite question là-dessus. Je vous rappelle que la sérialisation, ça fait partie du dispositif général et du processus de vérification des dispositifs de sécurité qui est cité aujourd'hui dans l'article L5126.1 du Code de la santé publique, c'est-à-dire les missions des pharmacies à usage intérieur. Ça veut dire que nous avons l'obligation de vérifier ces dispositifs de sécurité et donc notamment de désactiver le code Matrix, le code barre. Alors, que dire là-dessus ? En fin de compte, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est une obligation, effectivement, des pharmacies, mais il faut aussi que nos systèmes d'information le permettent. Et puis, comme ce sont c'est quand même des activités assez chronophages, il faut aussi qu'il y ait le plus souvent, surtout les gros établissements, mais aussi sur les petits, des moyens humains supplémentaires. Donc, à charge aussi à vous de demander à vos directions des moyens supplémentaires, des adaptations du système d'information, de façon à pouvoir effectivement remplir cet objectif. Alors, c'est vrai que l'Europe est en train de nous montrer du doigt en disant vous ne faites pas ce qu'on vous demande et vous risquez de très fortes amendes. Alors peut-être que appel à notre ministère, à notre gouvernement, peut-être qu'il devrait attribuer un petit peu d'argent, que ce soit d'ailleurs aux pharmaciens officinaux qui ont le même problème et aux hôpitaux, de façon à ce qu'on puisse remplir ces objectifs avant qu'on ait une amende de plusieurs... on parle de centaines de millions qui nous tombent dessus, quoi. Il vaudrait mieux les investir dans nos systèmes d'information. Une question sur la transmission des ordonnances de sortie vers les officines. Allons-nous vers une e-prescription sécurisée, Patrick ? Donc cette question de la transmission des ordonnances de sortie vers les officines a fait l'objet d'un groupe de travail au sein de l'ordre entre différentes sections. Effectivement, nous avons constaté que tant que la e-prescription n'était pas disponible, une ordonnance prévoit qu'elle soit mise en œuvre, mais avec un objectif temporel qui est encore loin, 2024. Nous avons donc travaillé sur différentes modalités, dont certaines seront reprises d'ailleurs dans le Ségur numérique, comme tu l'as dit, puisqu'il s'oriente vers le partage de données de santé, de documents de santé. Donc la e-prescription, en fait, si elle devait exister, elle s'appuierait uniquement sur des certificats numériques, comme on l'a dit tout à l'heure, qui permettent d'identifier l'émetteur de l'ordonnance. Parce qu'un des grands sujets, effectivement, de l'ordonnance falsifiée, c'est le fait qu'il puisse être émis par une personne ou qui ait modifié une ordonnance existante. Donc, il existe un référentiel de force probante des documents numériques qui a été mis en œuvre dans le cadre du plan Ma Santé 2022. Il se réfère à un règlement européen qui s'appelle EIDAS, mais il est encore d'application difficile. Il va sans doute monter en charge progressivement. Il existe d'ores et déjà une recommandation de la Société française de santé digitale sur les e-prescriptions au sens véritable e-prescription. Il est disponible sur demande auprès de cette société savante. Moi, ce que je veux dire, c'est que j'encourage les pharmaciens hospitaliers à être très méfiants. Il faut être vigilant sur ces ordonnances pseudo-numériques issues des plateformes de téléconsultation, donc les ordonnances au format PDF, parce qu'elles peuvent avoir été modifiées. Elles n'ont pas de base légale et sont aisément falsifiables. Et d'ailleurs, le syndicat des entreprises de télémédecine a interpellé l'ordre à ce sujet, suite aux dangers qu'il avait décelés dans ces ordonnances. Et ce qui s'est passé là,
pendant la crise Covid où on nous a demandé effectivement d'accepter Voilà. des prescriptions. C'est dans le cadre de ça, dans ce PDI cadre. prescription, non? Alors non, c'est dans ce cadre que cette alerte s'est faite. En fait, une véritable prescription, ça serait une prescription dématérialisée, accessible sur une plateforme de partage qui garantit son unicité. C'est ça le projet de l'assurance maladie d'ailleurs. Ce qui a été mis en place, c'est une mesure dérogatoire. C'est dans le cas où la téléconsultation est réalisée par le médecin, elle conduit à établir une ordonnance à destination du patient. Il faut pouvoir la transmettre. Donc, il était proposé soit la transmettre au pharmacien choisi par le patient, ça peut être sécurisé, par une messagerie sécurisée de santé, comme l'a dit Bertrand tout à l'heure, c'est un moyen sécurisé, ou de la déposer dans le dossier patient dans le cas où l'usage d'une solution de téléconsultation intègre cette fonctionnalité, mais malheureusement, toutes les solutions ne permettent pas. Où il y a un risque, effectivement, c'est quand il y a une transmission directe de l'ordonnance par le patient, par voie postale ou par messagerie, là, il y a un risque qui est lié à un risque de falsification potentielle. Donc, c'est de ça dont il faut se prémunir, et c'est justement ça que vise la e-prescription. Donc, c'était des mesures dérogatoires, mais ce n'est pas la règle de droit commun. Alors, une question. Nous craignons de voir arriver prochainement des prescriptions envoyées par télémédecine par les médecins libéraux pour les résidents d'EHPAD, ce qui crée un doublon de support de prescription parallèle à notre DPI. En l'absence de médecins coordonnateurs, ne pourrait-on pas donner le droit aux pharmaciens de ressaisir à l'identique la prescription dans le DPI afin de limiter les risques d'erreur ou d'échappement au traitement? Ce n'est pas une bonne idée. Non, hein. Non. C'est vraiment pas une bonne idée. D'abord, ce n'est pas autorisé. C'est une pratique qui a déjà été exprimée comme une pratique à risque. Et dénoncée. Et voilà, dans le cas de l'arrêté du 6 avril 2011. Donc, il ne faut absolument pas faire ça. Et en plus, le pharmacien qui fait ça, il va s'exposer à un risque professionnel. C'est tout ce qui sera lié donc à son propre acte qui n'est pas permis pourrait se retourner contre lui. Oui. Non, la solution, elle est dans ce que tu as exprimé tout à l'heure. Il y a un important financement qui va être proposé aux établissements de santé médico-sociaux, et ce financement vise à résoudre ces problèmes d'intégration des données. Et nous œuvrons dans ce sens-là avec les autorités de santé pour résoudre ces problèmes. Voilà, il faut profiter des 600 millions accordés. Question sur dispositifs médicaux. Tiens, on revient aux dispositifs médicaux et IUD, le code d'identification des DMA. Alors, l'IUD, on a une nouvelle réglementation européenne depuis 2017 qui impose aux fabricants un identifiant unique sur le dispositif médical, ce qu'on appelle l'IUD. L'objectif est de renforcer la sécurité de prise en charge pour le patient et pour les équipes soignantes, parce qu'on va avoir l'unicité de cet identifiant, ce qui va permettre notamment une interopérabilité entre nos systèmes d'information. Alors, une petite digression un peu technique. Donc, l'IUD, en fait, se décompose en deux parties. En fait, c'est un code numérique ou alphanumérique avec l'ID qui correspond aux informations sur le fabricant ou le produit. Et on a l'IP qui, spécifiquement, va reprendre le numéro de lot, la date de fabrication, la date d'expiration. D'accord. Bon, on arrive à la fin de cette webconférence. J'ai encore quelques questions quand même, donc on va dépasser un tout petit peu, excusez-nous. On va s'accorder quelques minutes supplémentaires. Accessibilité à e-Saturn par les internes avec leur carte CPF. Ah oui, ça c'est un véritable problème. Alors c'est un problème effectivement sur lequel nous planchons depuis effectivement la naissance de e-Saturn. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand l'application est née, c'est la NSM qui a fait cette réponse. Hein. On travaille en étroite relation avec à la fois la NSM et l'Agence du numérique en santé sur ces sujets. Voilà, les internes n'en disposaient pas de carte. Donc évidemment, la NSM est partie dans une première version. Mais ça va être corrigé. Il y a une prochaine version dont le développement devait commencer à l'automne 2020, mais évidemment la crise Covid a bouleversé tous les calendriers. Elle devrait donc permettre d'avoir l'identification par ICPS et donc par rebond permettre à la CPF d'être activée. Donc nous sommes toujours très en veille sur ce sujet. Nous travaillons en étroite collaboration. Et donc, la fin de crise Covid aidant, ces chantiers vont pouvoir reprendre. Mais on espère effectivement. Une question sur les référentiels de certification des LAD, les logiciels d'aide à la dispensation, donc en PUI. Il y a des travaux, Virginie. Oui. Hein. Les travaux au sein de la HAS commenceront en octobre prochain jusqu'en mars 2022 pour une publication prévue en juin 2022. Après, il y aura des nouveaux domaines comme la conciliation médicamenteuse, la rétrocession, les systèmes d'aide à la décision vont être introduits.
il ne faut pas hésiter à poser sa candidature à la mission du numérique de la HAS. Donc n'hésitez pas, mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Oui, jusqu'au 5 octobre. Voilà, jusqu'au 5 octobre. Alors, preuve que d'autres sections nous suivent, nous avons une question qui concerne Argos PUI. Alors, pour beaucoup d'entre vous, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais je vais vous expliquer en 2 mots. C'est un véritable encore enjeu pour nous. Argos PUI, c'est un système de répertoire qui est normalement donc, renseigné par les ARS et qui doit répertorier, référencer toutes les autorisations des pharmacies à usage intérieur, mais également tout ce qui concerne la pharmacie à usage intérieur, c'est-à-dire son pharmacien gérant, son adresse, etc. etc. Vous doutez bien que cette quantité d'informations est très utile pour les industriels, les distributeurs, mais également pour nous, également au niveau de l'ordre, puisqu'elle n'existe pas aujourd'hui, elle n'existe pas dans son ensemble. Donc, si cette information aujourd'hui était donnée et renseignée par toutes les ARS de France, Argos PUI nous servirait à tous au quotidien et à toutes les sections, évidemment. Donc, nous œuvrons sur cela, c'est-à-dire sur le renseignement, en tout cas par les ARS, de ce répertoire. Pas d'autres questions. Donc, on arrive au bout de cette heure H des pharmaciens, de cette 4e heure H des pharmaciens. Et vous l'avez vu, je voudrais terminer en identifiant bien le numérique comme étant un des véritables enjeux de notre profession et de la profession hospitalière dans son ensemble. Alors, comme on l'a vu, le dossier pharmaceutique est un outil multifonction. Certains disent que c'est un couteau suisse. On va dire un couteau français, parce que c'est nous qui l'avons fait quand même. Donc un outil multifonction qui est maintenant mis à la disposition des PUI dans un avenir prochain qui devrait être intégré à nos systèmes d'information, mais c'est évidemment pas le seul outil numérique que l'on peut utiliser. Et il est certain qu'on doit composer avec ces outils numériques dans nos organisations, dans nos modes de fonctionnement à l'avenir. On ne peut pas faire autrement. Donc, il faut être très vigilant à les utiliser, mais aussi à bien les utiliser. Les échanges de données, OK, mais toujours en sécurité, toujours en confidentialité, évidemment. Donc, plus facile, plus rapide, mais en gardant certainement toute cette sécurité. Alors, nous n'avons pas parlé, je n'ai pas eu de questions sur l'intelligence artificielle. 2 mots là-dessus. Vous voyez qu'aujourd'hui, des sociétés nous proposent des systèmes d'aide à la décision. Alors, s'ils devraient nous permettre, et qui nous permettent en réalité de gagner du temps, de développer même d'autres activités ou certaines activités, telles que la pharmacie clinique, pour citer que celle-là, mais il y en a beaucoup d'autres, des activités de préparation notamment. Il faut cependant toujours bien se rappeler que ce sont des outils d'aide à la décision, mais que la décision reste humaine et que la décision nous reste à nous, pharmaciens, et qu'en responsabilité, c'est toujours nous qui l'avons. Et ce n'est pas le système d'information et ce n'est pas le logiciel informatique. Donc, qu'on utilise effectivement ces outils, oui, mais avec une grande vigilance, évidemment, et en ne faisant pas une totale confiance, on va dire, avec les utiliser avec discernement. Avant de vous quitter, je voudrais remercier les participants à notre webconférence d'aujourd'hui, Virginie, Bertrand, Patrick, sans oublier également Geneviève Fad et Stéphane Lafont qui sont derrière la caméra et qui reçoivent vos questions et puis nous les envoient, nous les font passer. Alors, vous pourrez naturellement retrouver, comme toutes les autres webconférences, celle-ci sur le web, sur le site de l'Ordre, et puis sur la chaîne YouTube également de l'Ordre. Donc, sur le site de l'Ordre immédiatement, et la chaîne YouTube, il faut un délai de quelques jours. Et puis, je vous dirai à très bientôt, j'espère, en tout cas pour une nouvelle heure H du pharmacien.
soit avant les fêtes, soit un peu après, donc décembre ou janvier. Donc en tout cas, prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.